On va recommencer. Yann, c'est Gonzague de Blinière, je crois, qui poursuit les débats. Bon, bonjour, je sais pas si je suis un patron, j'aime pas le mot patron, moi je suis un manager, moi je dirige un fonds d'investissement et je suis dans le private equity depuis des années. La petite particularité, c'est que je suis dans l'écosystème de la philanthropie entrepreneuriale depuis une quinzaine d'années, donc l'aventure des pigeons, j'y en étais assez proche. Alors, je ne suis pas Twitter, je ne suis pas contre le tweet, mais je ne suis pas Twitter pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que le tweet n'est pas fait pour tout le monde. Je crois que le tweet est un bon système de communication quand on est artiste. Quand on est politique, je n'ai aucune confiance dans les hommes politiques, donc je me pose des questions sur le pourquoi utilise-t-il le système tweet pour passer ces informations. Donc je pense que c'est une forme de manipulation, mais c'est très bien, c'est comme ça. Ils le font même oralement, donc ils peuvent le faire électroniquement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je crois que... alors moi j'ai un problème technique personnel, c'est que j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Moi, je suis un branché du portable, c'est-à-dire que quand mes copains, les gens qui bossent avec moi, ma famille, mes enfants m'appellent, je réponds immédiatement. Mais s'il faut me rajouter un compte tweet sur mes SMS, en plus de mes mails, surtout que j'ai plusieurs adresses mail, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, j'y arrive pas. J'y arrive plus. D'ailleurs, je vous vois tous. Alors, dans la plupart des conférences, quand on fait des conférences, vous êtes tous devant votre écran. À regarder votre SMS, votre tweet. Je ne sais pas comment vous faites pour écouter les gens qui vous parlent, mais c'est hallucinant. Il n'y a pas une seule conférence. Il n'y a pas une seule conférence. Et même, il n'y a pas une seule réunion où les jeunes, voire les moins jeunes, sont avec leur portable, sous la table. Alors, je ne sais pas s'ils se gardent quelque chose ou s'ils regardent un écran, mais enfin, c'est hallucinant. Donc, moi, je pense, au départ, pour moi, peut-être je me trompe, que c'est un outil supplémentaire qui brouille ou abîme la communication simple et directe entre les gens, entre les personnes. Je ne parle pas de l'entreprise, je parle entre les personnes. Ça, c'est mon premier point de vue personnel. Moi, j'ai 4 enfants, ils sont tous mariés, donc quand on est à la maison, on est nombreux. C'est pas possible. Quand on fait un anniversaire, ils sont tous avec leur truc en train de tweeter. Enfin, bon, ça devient. Donc, j'ai un peu un problème avec ça. Donc, j'ai un côté un peu de défiance. La deuxième chose, c'est que tout le monde ne peut pas tweeter. Les gens, moi j'ai discuté avec pas mal de gens à l'époque du projet de loi de finances 2013, qui était un vrai problème pour les entrepreneurs. C'est sûr qu'il y a des gens qui aiment avoir des followers. C'est-à-dire qu'on est très connu quand on a 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 2 000 followers. Je ne sais pas quelle est la norme. Donc, il y a un peu une course à l'échalote à celui qui a le plus de followers. Donc c'est important pour une personne publique d'avoir des followers. Quand on est visible, on est visé. Donc quand on est un homme public et qu'on décide d'utiliser le Twitter, faut faire attention à ce qu'on dit. Et je pense que j'ai entendu beaucoup de remarques sur la sécurité. Oui, je pense que la sécurité, oui. Si moi je vous dis un mot, je vous dis par exemple, j'ai ce matin rencontré Alain Pain-Blanc. Bizarre, hein? Bon. Excusez-moi, non, j'ai rencontré personne. J'ai pas vu de lapin blanc, excusez-moi, je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est une erreur. Si je vous envoie ça en tweet, vous allez dire, ce gars, il a un problème, je peux pas me rattraper, je peux pas renvoyer un deuxième tweet. Si j'envoie un deuxième tweet, il faut que je vous explique, mais attendez, c'était une blague, c'était pour essayer d'attirer votre attention. Enfin, vous voyez. Donc la différence de communication, c'est quand même compliqué sur 146 caractères. Donc, quand vous êtes quelqu'un de connu et que vous voulez tweeter pour faire passer des informations, je pense que c'est pas simple, parce que la personne qui vous écoute n'entend pas forcément le message qu'il vous passe avec la même écoute ou le même jugement qu'il peut avoir. Bon, ça c'est une deuxième chose. Troisième chose, je pense qu'il faut faire la part des choses entre le tweet personnel et le tweet corporate. Moi, je travaille d'ailleurs avec Clara Guémard, qui devait être là ce matin, mais qui ne peut pas être là, à l'Institut Montaigne, sur un livre qui va sortir en septembre sur le thème de la confiance. Parce que dans ce pays, la confiance, c'est pas simple. D'ailleurs, le titre, on l'a trouvé ensemble. Je suis assez fier du titre, c'est « Et la confiance, bordel ». Et dans les réflexions que l'on a, on auditionne beaucoup de gens, des jeunes, des créateurs d'entreprises, des syndicalistes, des philosophes, des psychologues. On se rend compte que le système électronique de communication, qu'il soit tweet ou un autre, mais surtout le tweet,
et pas forcément un objet qui accentue la confiance dans l'entreprise. Parce que le management, si vous voulez, quand on est tous orientés sur le produit et que le simple message du tweet, c'est pour parler d'un produit, d'accord. Mais quand ça va au-delà du produit et qu'on parle des personnes, même en 146 caractères, les sociologues, moi je ne fais que répéter ce que j'ai entendu, les sociologues et les psychologues disaient, dans une équipe de management, le tweet du patron, c'est pas lu de la même manière. Le tweet du directeur du personnel ou du DRH ou du directeur du marketing, c'est pas lu de la même manière. Le tweet du cadre qui a eu un souci, qui a été viré ou s'est barré parce qu'il en avait marre de son entreprise, il n'est pas lu de la même manière. À Clermont-Ferrand, les tweets Michelin, je sais pas comment on les lit. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt, pour ma part, je ne dis pas que je tweeterai jamais, mais un peu réticent parce que j'ai besoin de réfléchir. Je ne peux pas, dans l'instantané, toujours balancer des idées. Souvent, je m'en veux. En plus, j'ai un caractère un peu sanguin, donc parfois ça part trop vite. Donc, je me demande si je le mettais sur des tweets, ça laisse des traces, c'est épouvantable. Alors que si vous parlez du lapin blanc, bon, on n'en parle plus du lapin blanc. J'espère que vous l'avez oublié. Bon. Mais maintenant, voilà, c'est encore une fois une preuve que finalement, quand on dit une connerie, on peut même plus se rattraper. Donc voilà. Donc moi, je suis pas contre le tweet, mais les trois écueils que j'y vois. Le premier, c'est que on est quand même des cerveaux qui est alimentés d'informations de façon exponentielle. Et je ne sais pas comment on peut trier son mail perso, son deuxième mail sous perso, son troisième mail d'entreprise, son compte tweet, ses SMS, ses coups de fil. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Je pense que ça fait beaucoup. Donc peut-être qu'on a une réponse en disant finalement les générations vont s'habituer à ça et vont être élevées avec ça. Oui, je suis pas certain. Donc je pense qu'il faut garder une certaine distance avec ça. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a un snobisme du tweet où les gens... moi, je sais que les pigeons, après les pigeons, bon, ça a été vraiment un succès. Les pigeons, c'est sûr que c'était un mouvement qui a réussi à faire prendre conscience à des gens que finalement, on pouvait pas taxer les plus-values comme le travail, enfin comme les salaires. Mais après, j'ai bien senti qu'il y avait beaucoup de gens qui se disaient, finalement, j'ai eu pas mal de followers et il y avait une connotation d'échelle à échalote en disant, moi, je suis beaucoup lu, je suis beaucoup regardé. Est-ce que c'est sain? Je sais pas. Moi, je suis pas sûr. Et puis la troisième chose, c'est que le tweet ne permet pas l'erreur. Voilà. Je pense que je crois que c'est Nadal qui avait fait une erreur il croyait que Nelson Mandela était mort, donc il avait envoyé un tweet en disant que il était vraiment désolé. Bon, il a été trop vite, c'est parti. Ça a pris une ampleur incroyable. C'était dimanche dernier. Donc ça ne permet pas l'erreur. Alors que sur 146 caractères, ne pas faire d'erreur quand c'est sur l'instantané, il faut quand même être très 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 motivé. Donc je pense que j'ai aussi entendu le fait que la vie professionnelle, quand on est patron 24 heures sur 24. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis sûr. Quand on est visible, on est visé, ça c'est sûr. Quand on a des responsabilités, quand on est manager et qu'on a en plus des responsabilités, soit associatives, soit professionnelles, on doit être exemplaire. Mais on a quand même le droit d'avoir des moments de sa vie où on n'est qu'avec soi-même ou avec les siens. Donc c'est sans fin. Parce que le tweet, c'est pas 5 jours sur 7. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc je pense que voilà, tout ça, moi ça me fait un peu peur. Alors peut-être que j'ai besoin d'être formé ou de recevoir des cours ou de mieux comprendre. Mais quand on me dit finalement si sur l'entrepreneuriat, parce que je suis assez investi dans l'entrepreneuriat, si tu avais un compte tweet, tu pourrais lancer des idées, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, j'ai vu par contre quelqu'un qui a beaucoup pris d'idées d'autres, qui l'a mis sur son compte tweet et qui l'a balancé. Ça s'appelle retweeter, c'est ça. Bon, ça, je trouve ça bizarre quand même. C'est regarder le grand rabbin qui a piqué des trucs sur Internet, qui a fait croire qu'il avait écrit un bouquin. Bon, après, ça va être sur des comptes tweets. Bon, c'est plus à nous, quoi. C'est plus nous qui parlons. Donc voilà. Donc je suis pas ringard parce que je suis venu en scooter, donc je suis assez moderne. Mais le tweet, ça me fait un peu peur. Voilà, ça me fait un peu peur, et surtout que je pense que tout le monde n'utilise pas le tweet uniquement pour être sûr que le produit que les clients de son entreprise qui utilisent les produits sont sûrs d'être contents du produit et de pouvoir améliorer le produit. Je pense qu'il y a quand même des gens qui veulent utiliser le tweet pour d'autres raisons que des raisons du bien-être de l'humanité. Voilà. Je propose de prendre la première question qui se lance.
Anthony Poncier. Anthony Poncier, publiciste consultant. Je suis un peu surpris par ce que vous venez de dire, parce que finalement, vous décrivez des usages. On ne lit pas les messages de la même façon selon où on se situe. On va pouvoir reprendre des... Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel type de communication. Il y a une différence entre usage, impact et outils. Que Twitter puisse porter, entre guillemets, ces défauts-là, mais c'est vrai pour n'importe quelle communication. Si je fais un communiqué de presse stupide, si pendant une interview, je dis une stupidité, je peux être très bon pendant 2 heures. Généralement, le journaliste, il va remonter les 30 secondes où j'ai dit une bêtise. Donc là, au-delà de l'outil, qui peut peut-être en effet avoir un côté instantanéité, et on se dit « Ah, c'est trop tard », mais ça peut être vrai aussi pour un mail ou pour n'importe quel autre outil. Donc j'ai l'impression que vous mixez un petit peu les problèmes d'une communication moderne ou pas moderne, mais en tout cas qui peut permettre une certaine viralité, qui est vraie sur n'importe quel média, avec l'outil Twitter en tant que tel. Non mais la lecture, oui, mais c'est l'utilisation. Par exemple, vous parlez d'un communiqué de presse. Un communiqué de presse, ça sort après 24 heures de discussion de la direction marketing, avec la direction de la communication et avec le patron et l'équipe de direction. Donc les gens réfléchissent vraiment sur le communiqué de presse. Le tweet, moi je vous le dis, demain, toutes les entreprises qui auront un compte tweet, aucun tweet ne sortira sans qu'il soit validé par la direction de la communication. Donc ça va redevenir un outil réfléchi avant de l'envoyer. Moi, ce qui me gêne, c'est que... Si on en vient là, et c'est ce que disait tout à l'heure Françoise Gris, c'est le problème dans ce cas, ça devient les communicants. Ça devient, là encore, c'est plus l'outil. Donc le tweet, c'est un objet de parole qui n'appartient pas au corporate, qui appartient à l'individu. Et donc chacun peut tweeter de la même façon. Et là, je retourne dans mon terrain de la défiance, parce que je pense que c'est pas un outil qui augmente le terrain de la confiance. C'est pour ça que je dis que c'est assez compliqué. Soit vous le faites corporate, et dans ce cas-là, c'est plus très drôle parce que c'est entre les mains des directions de la communication. Soit vous le faites perso, et dans ce cas-là, vous dites ce que vous voulez. Mon patron est un con. Je peux déjà le dire au téléphone ou au mail ou n'importe où. Justement, vous parlez de confiance. Confiance, c'est aussi accepter de prendre des risques, de lâcher prise et d'accepter que les gens puissent s'exprimer. Sinon, ça s'appelle du contrôle, ça s'appelle pas de la confiance. Je suis d'accord, mais encore une fois, je suis pas certain que tout le monde utilise le tweet avec cette acceptation de la liberté et de la confiance. C'est ça qui me fait peur. Quand je vois les politiques qui se jettent sur le tweet, pour moi, c'est un signe dangereux. Voilà. Quand je vois des grandes marques, je ne parle pas de celles qui se sont exprimées ce matin, mais qui utilisent le tweet, je voudrais être sûr que ce soit pour le bien-être de l'humanité et de la personne. Voilà, je ne suis pas un bisounours, mais quand même, voyez, c'est important ça aussi. Question ? Jean-Philippe. Allô ? Oui. Jean-Philippe Desranleau, consultant efficacitic.fr. Je voudrais alimenter votre réflexion, non pas vous poser une question. Sur Twitter, comme sur beaucoup de réseaux sociaux, au départ, moi j'étais contre Twitter, mais je ne connaissais pas Twitter. Et je me suis dit, commence par le découvrir, après tu donneras ton avis de façon éclairée. Et j'ai découvert que Twitter, effectivement, c'est une source d'information. Ça a été suffisamment développé, je ne vais pas le refaire. Mais c'est un peu comme un kiosque. Quand vous rentrez dans un kiosque, vous choisissez la revue que vous voulez lire. Vous pouvez lire Ici Paris, ou vous pouvez lire Le Monde diplomatique. Sur Twitter, vous avez des contenus qui vont dans ces deux extrêmes. Et il y a un point qui me paraît important, c'est que sur Twitter, en fait, on choisit les gens que l'on suit. Et en fait, on n'est pas obligé de faire de la quantité. Je pense que Twitter, il y a l'effet nouveauté qui fait qu'on consomme à l'excès et on veut être suivi par le plus grand nombre. Personnellement, j'ai constaté que l'intérêt, c'était d'être sélectif dans les gens que l'on suivait, et les gens qui nous suivent vont être eux-mêmes sélectifs. Et là, Twitter devient un moyen de communication important et intéressant, notamment pour atteindre les politiques et pour atteindre les journalistes que l'on veut pouvoir atteindre et qui vont relayer notre propos. Oui, c'est vous qui m'avez posé la question de l'Apple Store. Parce que quelqu'un m'avait posé une question sur quelle était l'application pour détecter les étiquettes de vin, parce qu'on a des vrais sujets ici. Voilà, c'est Vivino. J'ai envoyé un vieux SMS à mon vieux copain qui m'a répondu à vieux SMS, ça s'appelle Vivino. Donc, voilà. Je suis assez d'accord, mais moi j'aime bien passer du temps avec les gens. Et si vous voulez, le matin, j'arrive au bureau, la première chose que je fais, comme tout le monde, je regarde mon ordinateur, je regarde mes mails, je jette un petit coup d'œil sur les journaux. Bon,
je regarde mais j'aime bien passer du temps avec les gens, donc ça me rajoute des trucs encore, si vous voulez. Si quelqu'un a envie de parler de quelque chose de fondamental, je suis bien certain que s'il a un compte tweet, ça va buzzer sur le tweet, ça va prendre une ampleur et puis ça va apparaître dans un journal. Bon, ça prendra le temps pour arriver. Donc c'est ça qui me perdure. Pourtant, je vous assure que j'ai toujours mon portable à côté de moi. Je suis plutôt assez réactif. Mais ça, en plus, moi, je trouve que c'est au détriment de quelque chose. Bon, j'ai peut-être tort. Hein, encore une fois, je suis en scooter, donc je suis pas con. Hein. C'est pas mal. Mais la machine à café, maintenant, alors la machine à café, on a un problème parce que maintenant, on a des Nespresso qui sont dans les bureaux. Donc, on n'a plus le lieu sur la machine à café. La clope, c'est fini. On n'a plus le droit. Donc on se retrouve quelquefois dans la rue, mais encore c'est bon. Donc vous voyez, les moments conviviaux où on peut être ensemble à discuter de tout et de rien, il n'y en a plus beaucoup. J'aimerais vous poser une autre question. Vous n'utilisez pas Twitter à titre personnel, mais est-ce que dans votre entourage, vous avez un certain nombre de contacts qui sont sur Twitter, sur lesquels vous vous appuyez pour faire passer certains messages sur Twitter? C'est une utilisation de Twitter, si vous voulez, indirecte. Non. Oui et non. Enfin, au moment des pigeons, on avait quand même un vrai problème très grave. Et dans la petite équipe de ceux qui ont passé pas mal de temps pour essayer de convaincre les pouvoirs publics de changer leur PLF 2013, c'est sûr qu'on était content de voir passer et relayer des messages, soit via le blog, soit via Internet, soit le Twitter. Et les trois qui ont démarré l'histoire des pigeons, qui est devenue après les poussins, mais c'était quand même, il y avait des réunions où on se discutait entre nous, en voyant quel message on voulait passer. Donc là, oui, j'ai participé à la réflexion comme à une direction de marketing pour une affaire corporate, mais parce qu'il y avait une vraie volonté derrière de faire bouger les choses. Donc là, le compte tweet a été vraiment utile pour moi. Mais voilà. Je manipule pas les gens en leur disant tiens, ce serait sympa que tu passes l'idée que. Enfin, c'est difficile. C'est la rencontre. Parce qu'au contraire, les réseaux sociaux permettent des rencontres assez inédites de gens nouveaux qui, dans la vraie vie, ne se rencontreraient pas. La machine à café, c'est bien, mais ce sont déjà des gens que vous connaissez. On s'enrichit de ces rencontres-là sur les réseaux, je vous assure. Non, mais je dis pas que c'est mal. Je dis que moi, je veux pas, pour l'instant, l'utiliser. Peut-être que tout à l'heure, je vais changer. Hein. Mais la rencontre, vous pensez qu'avec le compte tweet, on rencontre des gens? Là, faites le tour, alors là, faites le sondage. D'ailleurs, on va poser une question. Qui n'est pas sur Twitter dans la salle? Qui n'est pas sur Twitter? Pardon. Si je peux peut-être juste apporter un éclairage, c'est vrai que dans les interviews qu'on a menées, la plupart des patrons interrogés, effectivement, m'ont indiqué assez clairement qu'ils avaient rencontré, grâce à Twitter, et dans la vraie vie ensuite, au moins 2 ou 3 ou 4 personnes qu'ils n'auraient sans doute pas connues sans le fil. Mais attendez, oui, enfin, bon, évidemment, si le patron, il a une équipe qui détecte ses tweets, d'accord? Bon, il a un sujet qui l'intéresse beaucoup, c'est l'évolution de la loi sur le traitement de l'eau, parce qu'il est patron de Veolia, d'accord? Bon, et puis il a un type qui a l'air d'avoir des idées intéressantes, qui est patron peut-être d'une PME locale. Bon, et c'est comme ça qu'il va le rencontrer. Oui, mais oui, ça c'est positif, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment il l'aurait peut-être pas reçu s'il avait reçu un courrier via, je sais pas. Je dis pas que c'est négatif le tweet. Je dis simplement que c'est pas pour moi pour l'instant, parce que moi je me sens plus proche des gens quand je suis un peu plus libre de toutes les informations que je reçois. Voilà, c'est ça que je ressens. Pourtant, je suis pas réticent à tous des nouveaux outils, mais je me sens plus proche des gens si je suis plus libre vis-à-vis de tout ça. Je sais pas d'ailleurs comment vous faites. Je suis admiratif parce que vous arrêtez pas de regarder, c'est dingue. Parce que moi, si je me mettais à mettre simplement la lecture des gens que j'ai envie de suivre, mais j'ai plein de copains que j'ai envie de suivre. J'ai un copain qui est passionné de vin, j'adore le pinard, j'ai envie de le suivre. J'ai un copain qui est, bon, il y en a un que j'aime bien aussi. Je sais pas s'il peut tweeter en ce moment, c'est Stéphane Richard. À mon avis, c'est un peu difficile. Bon, vous voyez, donc il y a plein de gens que j'aurais envie de suivre. Donc ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais bon, voilà, c'est. Bonjour, Serge Papot, Nomination. J'ai une question pour vous tous sur je pose la question de la fiabilité de l'information qu'on peut trouver sur Twitter. C'est une question qu'on pourrait poser sur tous les médias sociaux d'ailleurs.
mais l'information qu'on peut consulter en tant que follower ou en tant que je consulte le profil de quelqu'un sur LinkedIn ou autre, qu'est-ce qui me dit que cette information est fiable ou pas? Ah oui, alors, là aussi, j'avais oublié. Ça relie l'épreuve de la confiance dans l'information. C'est un argument. J'entendais madame qui disait tout à l'heure, finalement, quand on recrute quelqu'un, on regarde un peu ce qu'il tweet. Alors, si la personne qui tweet, c'est un outil personnel, on ne va pas recruter quelqu'un en fonction de ses messages de tweet des 6 derniers mois. Ça me paraît quand même perturbant. Moi, ça me choque, personnellement. C'est comme si... bref. Deuxième chose, je pense que... Moi, il nous est arrivé une aventure. On est actionnaire d'une boîte. Nous, on est actionnaire de pas mal de boîtes en Europe pour un environnement 7 milliards d'euros investis. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et on a une boutique où comment on appelle ça, ceux qui sur Internet, qui sont des voleurs sur Internet, des trackers, des hackers, voilà. Compliqué, hein. Des hackers ont réussi, 1, à imiter la voix d'un patron d'une boîte, 2, à imiter la signature de ce patron et de directeur financier de la boîte, 3, à envoyer un fax à la banque pour faire un virement sur la Bank of China, comme si le fax partait c'est dingue. Donc les gens, à partir du moment où ça passe sur le tuyau Internet, ils ont accès à tout. Parce qu'en fait, c'est maintenant les nouveaux systèmes Internet, vous scannez votre document et puis vous pouvez l'envoyer directement. Donc, alors ça me fait peur. Ça me fait peur parce que ça veut dire que un jour il va y avoir une espèce d'énorme manipulation, quelqu'un qui va émettre un tweet alors que c'est pas lui qui l'a émis. Enfin, c'est aussi un peu une inquiétude. Et effectivement, la question sur la fiabilité de l'information produite, il y a aussi la confiance dans l'identité de l'individu. Alors, je sais pas si. Oui, je pense que la fraude a toujours existé, existera toujours avec ou sans les médias sociaux, mais je voudrais revenir sur cette question de la fiabilité qui est posée. Moi, je défends une thèse qui est que, justement, Twitter va plus vite au vrai. C'est la logique des foules intelligentes qui corrige instantanément tous les effets d'une information trop manipulée. Pour moi, la communication est par essence la manipulation de l'information, donc on va peut-être pas lancer un débat philosophique sur le sujet, mais ce que je trouve intéressant sur Twitter, c'est que la correction arrive de manière multiple. Et donc, dès que quelqu'un parle, s'il parle, on va dire, à moitié vrai, le reste du verre se remplit incroyablement vite par les gens autour. Donc je trouve que Twitter, au fond, est un système, après on peut y être à l'aise, vouloir y aller ou pas, c'est pas le sujet, mais est un système qui conduit plus à de l'information juste et fiable, à une condition évidemment, c'est que les sources, les auteurs, soient repérés et fiabilisés. Et là-dessus, le fait que Twitter, alors ça arrive pas assez vite chez tout le monde, ça arrive plus vite chez Hillary Clinton que chez moi, mais qu'on puisse aussi avoir les fils officiels, donc qui sont reconnus par un élément de reconnaissance, la petite virgule verte, fait que on a une information dont la source, entre guillemets, est connue. Alors évidemment, on peut toujours se faire voler son téléphone et quelqu'un lâche un tweet, mais il suffit de dire on m'a volé mon téléphone, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est sûrement arrivé à vos enfants que leurs copains s'emparent de leur feed Facebook et disent une connerie. Mais on peut corriger. Donc moi, je suis pas d'accord avec le point qui est de dire un tweet ne permet pas l'erreur. Pas du tout. Moi, je pense que les tweets permettent, dans une certaine mesure, des erreurs qu'on peut corriger parce que on peut retweeter, modifier, compléter, etc. Et puis, je voudrais juste quand même réagir sur un tweet que je trouve, je ne connais pas la personne qui a émis ce tweet, mais que j'aime beaucoup, qui est Conseil de Big on tente les pigeons avec le bon vieux SMS. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe que vous dites, c'est Twitter non. Mais, et je crois que c'est vrai, les pigeons n'auraient jamais eu cette efficacité si, heureusement pour vous, certains de vos amis n'avaient pas été sur Twitter. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez bénéficié dans cette opération parfaitement réussie et maîtrisée du fait qu'au moins dans votre bande, il y en avait 2 ou 3 qui étaient très actifs sur Twitter et j'espère que vous allez les remercier. Ça, c'est sûr, ça je reconnais. Puis aussi, il y a l'histoire d'un lapin blanc qui est arrivé en scooter, là c'est en train de tweeter, c'est génial. Non, mais sur l'histoire des pigeons, c'est vrai que ça a considérablement influencé les pouvoirs publics parce que ça a pris une proportion absolument dingue en 48 heures. Et ça, pour ça, c'est un mouvement. Mais oui, ça a été extrêmement utile dans ces cas-là, je le reconnais. Merci. Je vous propose d'enchaîner justement avec l'intervention de Bruno Wittboot. Alors, je ne sais pas si je vais continuer à plomber un peu l'ambiance après. Enfin bon, le pitch est tellement bon de Nicolas. De toute façon, Nicolas, partout où il va, il est bon. Donc,
t'as fait un super pitch. Et peut-être à la limite, il y a quand même de l'espoir parce que comme on tweet ni Gonzague ni moi-même, on peut être encore converti. Donc ça veut dire qu'il y a un marché potentiel encore à séduire et à augmenter la pénétration dans ce marché, Nicolas. C'est la raison de cette matinée. Très bien. Non, moi j'aimerais revenir deux choses. D'abord, je vais dire juste un petit mot sur... bon, vous le savez, je suis à la tête d'Unilever. On a à peu près 36 marques en France. On a environ 2000 salariés, des sites industriels. Et évidemment, même si je ne tweete pas à titre personnel, je ne nie pas l'intérêt de tous ces réseaux sociaux. Enfin, on a parlé de Twitter aujourd'hui parce que c'est le sujet, mais Facebook, il y en a bien d'autres. Et la preuve, c'est que sur un certain nombre de sujets, notamment qui concernent des marques, à partir du moment où on veut parler à des consommateurs, un target group identifié et créer une communauté, on utilise énormément Twitter. Enfin, nous, on a des marques qui sont assez actives sur Twitter et ce sont des marques aussi qui réagissent beaucoup dans l'instantané ou dans l'événement qui est créé. Deux, trois exemples. Récemment, on était présent au Festival de Cannes pendant la quinzaine et on avait fait une plage Magnum pour le lancement de notre nouvelle série. Et là, évidemment, Twitter a été un phénomène d'amplification, comme l'ensemble des réseaux sociaux, de l'activité qu'on a fait sur cette marque. Parce qu'il y avait beaucoup de personnalités qui sont venues se succéder pendant la quinzaine et on a utilisé énormément ça dans les réseaux sociaux. Le jour du premier mariage gay en France, Ben & Jerry a posté un tweet. Donc Ben & Jerry, vous connaissez, c'est une marque qui est parfois un peu irrévérencieuse dans un certain nombre de ses messages, qui est très engagée sur des questions sociétales, très engagée. Aux États-Unis, bon, c'est là qu'elle est née, mais aussi maintenant dans le monde entier. Et donc, Ben & Jerry a posté un tweet amusant avec une image pour féliciter Vincent et Bruno qui, ce jour-là, se mariaient. Voilà. Et donc, ça a généré un certain nombre de réactions. Je pourrais prendre d'autres marques qui travaillent aussi beaucoup avec ces réseaux sociaux. Axe, une marque de déodorant pour les jeunes, là aussi une adéquation avec le target group extrêmement importante. Donc, l'utilisation de Twitter et des réseaux sociaux est un must aujourd'hui. Je veux dire, et un petit peu juste à la différence de Gonzague, moi je vois pas ça comme une défiance. Je veux dire, parce qu'à ce moment-là, on sort plus de chez soi. Comme vous le disiez tout à l'heure, Nicolas, on peut se faire écraser et à ce moment-là, le risque n'existe pas. Donc, c'est une réalité aujourd'hui. Et pour investir très fortement dans des médias, notamment des médias traditionnels, on voit qu'il y a une part de notre investissement qui va de plus en plus dans les médias digitaux, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a une fragmentation de l'audience. Aux États-Unis, 60%, 70% des gens qui regardent la télévision ont un deuxième écran. On ne sait pas exactement encore ce qu'ils font, mais ça veut dire qu'il y a une baisse d'attention. Et dans un foyer français en moyenne, je crois aujourd'hui, il y a 7 écrans ou 8 écrans, avec des choses qu'on peut faire pratiquement identiques sur chacun des écrans. Celui qui étant à la limite le plus en retard aujourd'hui étant la télévision encore. Donc il faut absolument qu'on soit dans l'air du temps, et rien ne sert de freiner le mouvement, il faut s'inscrire dans le mouvement. Donc ça c'est, je dirais un peu au niveau corporate, la position que nous on a, et on est actif bien sûr sur Twitter. Alors après, la question plus du jour, c'est à titre personnel. Est-ce que les patrons tweetent ou tweetent pas, et quelle est votre position? Alors, moi, c'est une question de liberté individuelle. Voilà. Donc, j'ai pas une position, c'est bien de tweeter, c'est bien de ne pas tweeter. Je crois que c'est plus ancré dans des valeurs personnelles qui peuvent parfois un peu aussi évoluer, hein, avec son temps, avec l'âge. On devient peut-être plus sage et puis on évolue, on change sa position. Mais je suis assez d'accord avec ce que disait Gonzague en disant on a beau être un personnage public quand on dirige une entreprise. Alors tous ne sont pas publics, vous le devenez un petit peu plus par exemple quand vous avez à gérer des conflits sociaux assez difficiles. Ça a été mon cas avec beaucoup d'hommes politiques prominents de l'ancienne majorité comme de la nouvelle qui ont été impliqués. Donc de facto vous devenez un personnage public, on veut avoir votre avis sur un certain nombre de choses, vous commencez à intéresser les médias. Et ça j'en suis conscient. Mais en même temps, je souhaite avoir aussi mes espaces de liberté et donc j'ai déjà du mal à faire face, et on parlait c'est chronophage tout à l'heure, quelqu'un disait, j'ai déjà du mal à faire face à l'ensemble des messages que je dois recevoir, que ce soit par mon iPhone, que ce soit par mes SMS, que ce soit par les mails, une invasion absolument énorme de mails, que je me dis j'ai plus beaucoup de temps, et si en plus je dois ajouter d'autres choses, alors il y a peut-être une manière de le gérer bien. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ma famille, avec mes enfants. J'en ai 4. Donc c'est déjà assez compliqué, mais alors ça va devenir absolument infernal. Donc il y a peut-être cet aspect un peu alors c'est peut-être une illusion, mais de meilleure maîtrise. Et plus on ajoute, et plus on fragmente soi-même sa possibilité d'avoir accès à des messages, plus on a à gérer ce problème de temps. Alors il y a peut-être une question d'organisation, on pourra en reparler, mais Nicolas, tu auras certainement des tuyaux à me donner là-dessus, et
je serai peut-être un jour converti. Et puis, je pense aussi que vous pouvez rester connecté, pas forcément en étant sur Twitter. Vous pouvez être peut-être mieux connecté en étant sur Twitter, mais vous pouvez rester connecté. Nous, on a des alertes Google, alertes de différentes sortes, et donc on peut traquer, enfin je peux traquer ce qui se passe et ce qu'on dit sur Unilever. Et j'ai pas besoin pour là d'être sur Twitter. Donc ça, c'est une possibilité. Deuxièmement, je pense aussi que Twitter pour l'information, c'est bien, mais il y a aussi d'autres moyens d'avoir accès à l'information, et c'est cette espèce d'instantanéité, cette espèce d'obsession de l'instantané. Et là, je pense qu'un patron d'entreprise, s'il doit bien avoir une chose, c'est surtout ne pas tomber dans l'obsession de l'instantané. Parce que ce que vous faites, ou ce que vous voulez faire pour votre société, c'est d'être animé d'une vision long terme. Alors évidemment, il y a des objectifs à court terme à remplir, mais si vous devenez esclave de cette espèce d'instantanéité, vous n'êtes plus dans le temps de forcément la réflexion. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors vous me direz, on peut être sur Twitter et quand même réfléchir et avoir le temps de la réflexion. Donc, et la deuxième chose, c'est l'importance du propos qui peut être démultiplié très fortement, très rapidement, avec des choses que vous ne contrôlez pas. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne contrôle pas de toute façon l'ensemble des choses. Il faut simplement avoir une voix qui émet et qui sait ce qu'elle émet, être prêt à tout type de réaction et y faire face. Mais cette notion de tweeter dans l'instantané, moi, ne me paraît pas quelque chose qui correspond à la fonction que je dois assumer aujourd'hui à la tête d'une entreprise avec des salariés de tout type d'ailleurs et qui sont dans des situations assez diverses. Voilà. Mais de nouveau, je ne porte pas un jugement. Ce qui est très important, c'est une question d'éthique personnelle. Alors, ce qui était très intéressant, parce que quand on intervient en dernier, on peut toujours un peu se nourrir des interventions des uns et des autres, c'est ma voisine de gauche, qui est sans doute partie tweeter, disait, pour conduire par exemple une transformation dans une entreprise, son expérience, le tweet a été un excellent moyen de démultiplier mes messages. Je ne conteste pas, parce que si elle l'a expérimenté, c'est vrai. Moi, j'ai moi-même, depuis 3 ans et demi que je dirige Unilever en France, après plus de 10 ans à l'étranger, conduit avec mon équipe une transformation profonde de la société, mais très profonde, sans avoir recours à l'usage du tweet. Mais en passant beaucoup de temps sur le terrain, en rencontrant beaucoup les gens. Alors, on a encore des machines à café chez nous, Gonzague, donc si tu veux venir un jour, tu verras à chaque étage, on a des zones pour se réunir. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous prenez récemment, j'allais voir je fais un petit aparté, désolé. J'allais visiter les bureaux de Google parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres industries. D'ailleurs, on n'a pas besoin forcément du tweet pour savoir ce qui se passe ailleurs. Hein. Il suffit de prendre un peu de temps dans son agenda, aller se promener et puis dire tiens, j'ai envie de rencontrer un tel, j'ai envie de rencontrer un tel. Et c'est rare que les gens vous disent non, j'ai pas le temps, j'en ai rien à faire. Donc si vous avez envie de le faire, tweet peut être un fantastique moyen de rencontrer des gens, mais la personne humaine, enfin la personnalité humaine peut aider aussi à rencontrer des individus. Donc j'allais chez Google, et alors ils ont un concept très intéressant, c'est qu'ils ont très peu de zones de café et tout, parce qu'en fait ils veulent que les gens se rencontrent, s'assiedent à des endroits pour pouvoir échanger justement leur expérience. Et Dieu sait si Google, c'est quand même une société qui en matière de technologie est quand même plutôt, on va dire, branchée, non ? Enfin, assez en avance. Et c'est très intéressant de voir cet aspect humain qui reprend énormément de sens. Et je leur posais une question, je digresse encore plus sur leur politique en termes d'agile working, parce que c'est qu'on parle toujours, les gens doivent travailler de chez eux et tout. Ils disent non, mais la DRH me dit, mais attendez, nous on n'a pas de politique agile working. Nous on veut que les gens ils viennent au bureau. Parce qu'on veut qu'ils se parlent, on veut qu'ils se rencontrent. Par contre, ils ont tous les outils nécessaires quand ils sont en mouvement pour travailler de manière agile. Mais c'est très intéressant et ça me rassure de voir des entreprises qui sont plutôt leading edge en termes de technologie. Récemment, je joue au tennis ce week-end avec le patron de Microsoft, où on voit cette notion aussi, cette valeur de l'humain revenir fortement. Et quand je parle de l'humain, c'est pas de l'humain dans une communication virtuelle, c'est de l'humain dans une communication physique et réelle, et un échange. L'un n'exclut pas l'autre. Hein, et je pense que moi, je vois Twitter comme un complément, comme Facebook, comme beaucoup d'autres choses. Alors voilà, à titre personnel, j'ai décidé de ne pas aujourd'hui tweeter. Je pense rester connecté. J'ai des collaborateurs de mon équipe de direction qui tweetent. Alors j'étais un peu étonné, et je crois que Françoise elle a un peu corrigé ses propos, mais ça ne me viendrait même pas à l'idée
d'imposer à un de mes collaborateurs proches d'être sur Twitter ou pas sur Twitter. Et je reviens à la notion de départ, c'est une question pour moi de liberté individuelle, qui est extrêmement importante. Et je ne porte pas un jugement, ma directrice de com est extrêmement active sur Twitter. Je ne suis pas là à vérifier les tweets qu'elle envoie et tout, je lui fais confiance. Si un jour elle envoie que Unilever est une boîte dans laquelle il ne fait pas bon travailler et qu'il ferait mieux de faire autre chose, je pense qu'un jour peut-être je serai informé, alors peut-être pas dans l'instantanéité, et puis on aura une conversation en lui disant comment on peut améliorer cette situation. Mais je dirais que voilà, et cette espèce d'obsession à suivre, et j'aime bien la notion de un leader, ça doit certainement pas être un suiveur. Et la définition de Twitter, c'est j'ai combien de followers. Enfin, et c'est la notion du follower. Et Nicolas, dans son intro, disait fantastique, Hillary Clinton s'est mise sur Twitter 300 000 tweets. So what? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, là aussi, j'ai demandé, parce que comme je ne connais pas très bien le sujet, j'avais demandé à mon département média, donc on est assez branché digital chez Unilever. D'ailleurs, les gens de Publicis le savent bien, parce qu'on travaille avec vous sur des grands programmes de marketing direct, d'ailleurs, où le digital a une importance phénoménale. Je regardais un peu qui étaient au niveau mondial, ceux qui avaient le plus de tweets. Alors bon, il y a que des stars du showbiz, hein, donc il y a Justin Bieber, Kim Kardashian, enfin je suis pas sûr qu'elle soit une star. Enfin, il y a plein de gens. Il y a que Obama. Alors dans le top 10 des chiffres, Obama, mais je pense pas que c'est lui qui passe son temps sur Twitter. Ou alors il a vraiment des journées à rallonge. Donc j'imagine qu'il a tout un département de communication qui tweet. Et puis j'avais demandé aussi en France sur les grands qui tweetaient beaucoup. Alors il y a quelques personnalités politiques. Alors je dirais pas forcément prominentes. Nadine Morano et bon, j'en donnerai pas d'autres noms parce que je veux pas m'attirer des inimitiés, ça va tweeter. Et puis des tas de stars, des chanteurs, des animateurs de télévision. Et je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Mais je dis, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi aujourd'hui. Mais peut-être je changerai. Alors, la seule chose pour un peu conclure mon intervention, parce qu'après je pense que vous voulez faire un débat, en relisant récemment, alors je vais vous lire juste un tout petit passage d'un bouquin que j'adore. Alors je sais bien que c'est plus très moderne de lire, mais je vous le conseille vraiment parce qu'il est tout petit. Donc celui-là, vous pouvez le lire assez rapidement, mais il est plein de messages extrêmement intéressants. Je suis sûr qu'il y a plein de gens dans la salle qui le connaissent. C'est le Prophète de Khalil Gibran. Qui a lu le Prophète de Khalil Gibran? Ah ben voilà, donc il y a déjà des clients. Alors en relisant, je tombais sur un tout petit passage. Alors vous me direz, ça n'a peut-être pas exactement à voir avec Twitter, parce qu'à son époque, évidemment, on ne parlait pas beaucoup de Twitter, mais j'ai trouvé un certain nombre de parallèles et de métaphores intéressantes. Alors, je vous lis. Alors, un universitaire dit « Parle-nous de la parole ». Et il répondit en disant « Vous parlez lorsque vous cessez d'être en paix avec vos pensées. Et lorsque vous ne pouvez demeurer dans la solitude de votre cœur, vous existez sur vos lèvres, dont le son est une diversion et un passe-temps. Et dans la plupart de vos conversations, la pensée se trouve massacrée. Car la pensée est un oiseau de l'espace qui, mis dans une cage de mots, peut à la rigueur déployer ses ailes, mais ne peut voler. Il en est parmi vous qui recherchent le bavardage par peur d'être seul. Et il y a ceux qui parlent, et sans rien savoir ni préméditer, ils révèlent une vérité qu'ils ne peuvent eux-mêmes comprendre. Et il y a ceux qui portent la vérité en eux-mêmes, mais qui ne la disent pas en mots. Dans la poitrine de ceux-là, l'esprit habite et rythme le silence. Voilà. Donc je finirai juste mon intervention. Alors ça peut paraître un peu désuet, mais je crois que de temps en temps, ça fait du bien aussi de regarder, de lire des mots et de stimuler sa propre réflexion. Voilà, merci. Merci beaucoup. Qui a réussi à résumer en 140 caractères? Ça fait difficile. Nicolas, je propose de rejoindre la table. Nicolas Rollin va animer la table ronde. Et alors, vous avez promis le deuxième sondage. Alors, celui-là n'est pas fermé, donc vous pouvez y aller. P2.gg/VTJ.
Et Nicolas aura même les résultats en temps réel, donc il pourra utiliser ça pour animer son débat. Alors bonjour, donc pour les présentations c'est déjà fait, on vous connaît, donc on va passer tout de suite dans le vif du sujet. J'avais une petite question très concrète en fait, qui s'adresse donc plutôt à Nicolas Bordas. Concrètement, tous les jours, quelle forme ça prend Twitter? Est-ce que vous vous connectez dès le matin et est-ce que vous restez connecté en permanence sur Twitter? Comment vous interagissez un peu avec le réseau? En ce qui me concerne, je parlais d'interstices tout à l'heure. Oui, moi j'ai Twitter, un peu comme certains mettent la radio dans les interstices pour éviter le monde du silence absolu. C'est un peu matin, midi et soir au sens où je me connecte régulièrement dans la journée, donc je dirais probablement 10, alors là je me connecte encore plus aujourd'hui, mais pour retweeter, mais sinon probablement entre 10 et 20 fois par jour, et je fais une espèce de carotte, un peu comme les mails. Moi je crois que le vrai problème de gestion de l'information aujourd'hui, il est beaucoup plus dans les mails, c'est-à-dire que l'excès est plus dans les mails que dans un bon usage de Twitter. Mais par contre je trouve que la question qui a été posée par les deux intervenants précédents, qui défendent, qui sont pour moi l'avocat du diable que j'aime tant, c'est la question du temps, effectivement. Et c'est la question posée centrale du temps et du temps réel, puisque on est dans une société d'accélération du temps, etc. Et je prône, comme vous, le retour au temps, à la réflexion, à des rapports annuels et plus trimestriels, etc. Enfin, toute une série de choses qui sont absolument essentielles. Et il est exact, pour aller dans votre sens un court instant, que Twitter fait beaucoup plus de sens pour des gens qui ont des enjeux de temps réel que pour des gens qui n'en ont pas. Donc je vous rejoins dans le silence monacal. Il n'est pas utile, nécessairement utile de lire Twitter, et on peut trouver dans de la bonne littérature des choses tout à fait profondes. À l'inverse, je pense que pour nos entreprises, en tant que patron d'entreprise, ou en tant que patron moi-même d'un morceau d'entreprise, ce rapport à l'immédiateté peut avoir un effet, une efficacité réelle. Alors évidemment, vous pouvez avoir par Google de l'information sur ce qui a été dit sur vous-même ou sur votre entreprise. La différence, c'est qu'avec Twitter, vous pouvez éventuellement, instantanément réagir, corriger, modifier, si c'est pertinent pour votre boîte. Donc c'est sûrement plus pertinent pour des boîtes qui ont des enjeux de forte visibilité ou de crise que pour des boîtes qui n'ont pas trop d'enjeux de visibilité. Donc ce rapport au temps réel, pour moi, est vraiment le sujet où la raison d'être ou pas connectée de manière immédiate ou de manière différée à l'information, parce que je rejoins votre point de vue en disant les choses vraiment essentielles, on les trouvera de toute façon dans les journaux le lendemain, donc il n'y a pas une prime à les avoir eues instantanément la veille au moment où elles se sont produites. Mais sur la question de l'organisation, puisque votre question renvoyait à ça, je pense qu'effectivement à chacun de décider avec sa liberté de son écosystème pertinent dans les moyens de communication. Mais au fond, moi je pense que c'est Thierry Breton, non pas l'ancien patron de France Télécom, mais aujourd'hui le patron d'Atos, qui développe le zéro email interne dans l'entreprise, donc qui a pour ambition d'arrêter la folie des emails internes et des copies protectrices d'emails, etc. Je pense qu'il vaut mieux gagner ce temps-là en supprimant les emails internes dans l'entreprise, en incitant à les supprimer, pour retrouver une gestion qu'on peut avoir par Twitter ou d'autres formes de réseaux sociaux. Donc c'est bien un arbitrage sur son temps qu'on doit tous opérer. Bon, moi aussi j'ai des enfants, je tiens à le dire. Donc on peut peut-être avoir des enfants et Twitter en même temps, je crois que c'est possible. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez moins de rendez-vous physiques du coup, ou au contraire peut-être? Non, au contraire, pour moi, j'ai beaucoup aimé la remarque qui a été faite sur Twitter est un accélérateur de rencontres et de rencontres très performantes. Moi, je l'observe de manière pas simplement française, mais internationale. Maintenant, LinkedIn aussi, mais moins que Twitter de mon point de vue. Ça me permet de rencontrer à un instant T des gens du monde entier que je n'aurais pas spontanément pu rencontrer différemment ou avec qui je n'ai pas l'occasion de jouer au tennis parce qu'ils sont à New York ou à Shanghai. Donc, en l'occurrence, je pense que Twitter est plutôt un accélérateur de rencontres dans la vraie vie et de rencontres choisies, puisque la magie de Twitter, c'est la capacité de sélectionner. Donc moi, je suis pour le qualitatif, je suis pour la sélection, et même si j'ai ouvert pour un peu de manière provocante sur le nombre de followers de Hillary Clinton, son compte ne m'intéresse pas s'il ne tweet qu'une fois, et donc je vais probablement l'unfollower si elle tweet trop ou mal ou pas assez.
Une question donc pour les patrons qui ne tweetent pas. Au contraire, vous, le matin, par exemple, comment vous faites pour rester informé sur votre secteur? Quel est votre outil de veille? Est-ce que vous lisez la presse, par exemple? On sort pas de notre caverne quand même. Hein. Non, mais comment vous faites le matin? Non, mais tu trouves pas? Non, mais d'abord, il y a la radio. Je veux dire que la radio, c'est assez direct. Ensuite, il y a les journaux. Les journaux, ils sont assez complets. Et puis toutes les informations tweet, et je ne sais pas si... Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que quand elles sont fondamentales, elles prennent une ampleur qui immédiatement est répercutée par les gens de médias, les journalistes, soit écrits, soit oral, soit à la télévision. Ensuite... Bon, si Johnny Hallyday envoie un tweet sur l'expatriation et le traitement de la fiscalité, moi, franchement, je m'en fous. Franchement, c'est pas ça qui va me faire changer. Bon, et puis je suis sûr que ça va être repris derrière par un journal. Donc, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est dans ma hiérarchie, quand j'arrive le matin, je fais comme tout le monde. Première chose que je regarde, c'est les mails. Bon, les mails, je sais pas comment il va faire Thierry Breton, mais franchement, pas de mail, à mon avis, interne. Oui, bah bonjour, hein, c'est compliqué. Hein. Bon, donc moi, c'est la première chose les mails, c'est ce qui s'est passé la veille, c'est des réponses des investisseurs, des machins, des trucs, etc. Puis après, c'est l'environnement économique, parce que moi, je suis plutôt dans la finance, un peu de ce que vient la bourse, etc. Mais je pense que, franchement, de dire, je comprends pas comment vous pouvez sentir les échos du monde sans tweet, je suis pas d'accord. Par contre, je pense que le Twitter peut être un outil formidable pour faire passer une grande vague sur des idées. Il y avait une autre phrase auquel j'ai pensé, parce que j'aime beaucoup Khalil Gibran. C'est un philosophe qui dit « La pensée fait le langage en se faisant par le langage ». Donc c'est un peu compliqué quand on réfléchit un peu à la manière dont on se construit. C'est à la fois ce qu'on lit, c'est ses premiers mots, c'est... Bon, et je pense que le monde de demain, la jeunesse de demain, bon, il faut vivre avec. Il va falloir quand même faire attention. Si on construit une intelligence avec 146 caractères, je ne sais pas si c'est forcément... Bon, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais quand même, la pensée se fait le langage en se faisant par le langage. Donc, il faut quand même lire, c'est pas mal aussi. Bon. Et Gonzague, je crois que, de toute façon, pour ça, le fait moi-même, récemment, quand j'ai entendu que Bernard Pivot avait écrit un bouquin sur ses tweets, alors que Bernard Pivot, ça a été quand même le chantre de la défense de la littérature française et étrangère à la télévision, qui a fait les belles heures de France Télévisions, je crois. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que moi, je respecte beaucoup l'outil, Nicolas, en tant que tel, l'information et tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais comment on se tient informé? Bon, aujourd'hui, et c'est pour ça que je ne dis pas jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais la radio le matin, on passe un peu de temps dans la voiture quand on a des rendez-vous à l'extérieur et tout, donc la radio instantanément, France Info, c'est de l'info en instantané, c'est pas mieux ni moins bien, quand même un peu vérifié en général. Deuxièmement, la revue de presse le matin, parce qu'on a une revue de presse qui est faite un peu sur les sujets qui touchent à notre industrie. Sur mon conflit social, on a créé un blog. D'ailleurs, c'était sur le sujet qui nous a concerné beaucoup, qui est toujours un peu en cours, mais on a créé dès l'entrée un blog pour pouvoir justement avoir une voie où on émettait des informations factuelles, parce que faut pas émettre. Après, les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord, peuvent interpréter les faits à leur manière. En tout cas, les faits quand même sont à un moment donné les faits. Donc, on fait un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Donc, je m'en nourris. Les alertes, évidemment. Voilà, peut-être que demain, si j'arrive à solutionner, comme tu le disais, un peu mieux les problèmes d'email, parce que ça, c'est devenu une pollution absolument considérable, et que demain, le tweet, d'une manière, devient un peu une façon aussi d'avoir un email plus intelligent, why not? Mais aujourd'hui, ne pensons pas qu'il y a une dictature pour rester connecté, tweeter. Parce que je pense que là, c'est quelque chose qui est loin de la vérité aujourd'hui. Voilà. Je ne connais pas vos âges respectifs, mais je pense que vous êtes à peu près tous de la même génération. À peu de choses près. Est-ce que, d'après ce que vous avez vu, d'après vos pratiques, est-ce qu'il y aurait un fossé générationnel sur les pratiques sur Twitter? Écoutez, moi quand je regarde
les chiffres que m'a donné mon département média, ou alors il est complètement désinformé. Pas du tout. J'étais vachement surpris de voir que, en fait, dans les plus de 50 ans, il y a vachement de gens qui tweetent. D'ailleurs, comme le monde politique tweet beaucoup, évidemment, en général, on en retrouve pas mal ici. Mais non, j'étais très surpris. J'ai vu que, apparemment, dans ceux qui utilisent, il y a les jeunes un peu plus. Après, ça se perd un petit peu. C'est peut-être un âge au niveau du cycle de la vie. Et puis, ça remonte après. Donc, voilà, en tout cas, les chiffres, ce qu'ils donnent. Après, c'est vrai que moi, j'ai, dans mes enfants, il y en a qui sont sur Facebook, les deux grands. Et il n'y en a qu'un seul qui tweet, l'autre n'a pas envie de tweeter. Donc, je pense que là aussi, chacun a un petit peu sa propre liberté de décision dans ce domaine. Oui, par rapport effectivement aux entretiens que moi j'ai menés, c'est vrai qu'il y a l'âge du patron qui peut compter, mais il y a aussi l'âge de l'entreprise. Voilà. Quand les patrons que j'ai interrogés, qui ont créé leurs entreprises, on va dire dans les 5 dernières années, pour eux, Twitter a été une évidence. Voilà, pour se faire connaître, pour interagir avec leur réseau, pour avoir de la visibilité, pour raconter une histoire sur l'entreprise, ce qu'elle proposait, son positionnement, son évolution, etc. etc. Et alors, pour la plupart, c'était plutôt assez jeune, mais ce qui comptait vraiment là, c'était plus l'âge de l'entreprise et le fait que pour elle, la visibilité était un enjeu majeur et si possible, voilà, une visibilité obtenue un petit peu à moindre coût. Une remarque sur l'âge moyen. L'âge moyen de Twitter est moins jeune qu'on ne le pense en général, c'est 38 ans. Donc il y a forcément des jeunes et des moins jeunes pour arriver à une moyenne de 38 ans. Mais je voudrais, sur cette question de génération, dire qu'il y a sans aucun doute une évolution. C'est-à-dire que les gens qui sont multi-écrans, qu'on les appelle génération Y ou pas, n'est pas le sujet. Les gens qui sont multitask, multi-écrans, ont un rapport général, j'allais dire, à l'entreprise, aux fonctions de l'entreprise, différent de nous, qui, pour le plus de cette table qui est moi, qui a commencé à la machine à boules d'IBM, où on changeait la boule pour changer de typographie à l'époque. Donc forcément, c'est pas la même génération dont on parle. Et je voudrais tenter un dernier élément de conviction pour être sûr qu'après qu'on réussisse l'objectif qui était de vous convaincre tous les deux sur Twitter ce matin, collectivement, qui est, faut d'y arriver sous un angle personnel, puisque je ne peux que respecter la liberté personnelle d'être une paillette et être d'accord avec l'idée que c'est une opportunité et en général, pour beaucoup, pas une nécessité. Je pense qu'il y a un objectif collectif des patrons sur Twitter. C'est-à-dire que je pense que pour l'image des patrons en général, le fait d'avoir des patrons moins planqués et plus visibles, qui assument davantage, est une bonne chose. Je pense que le fait que Laurence Parisot soit rentrée sur Twitter est une bonne chose. Je pense que le fait que la CGPME ait retweeté ce débat aujourd'hui pour inciter les petites et moyennes entreprises dont on sait que c'est la clé du succès en France, qu'elles ne sont pas traitées par les grands médias à leur juste valeur, même si certains médias comme les Échos les traitent particulièrement bien. Il y a un enjeu collectif des patrons à être sur Twitter. Donc moi je vous invite, faute de le faire pour vous, faites-le pour les autres. Oui, je pense que vous avez complètement raison. Je pense que le patron, le manager, le mot patron, le manager, l'entrepreneur français, ne parle pas suffisamment de sa vie, de ses réussites, de ses échecs, de ses combats. Et d'ailleurs, franchement, sur ce fameux PLF 2013, moi qui m'a traumatisé, les patrons des grands groupes n'en avaient rien à foutre. Rien à foutre. Et s'il n'y avait pas eu quelques patrons, créateurs d'entreprises, entrepreneurs, qui se sont mis debout en disant si on parle là-dessus, à mon avis, on est mort, et on ne peut pas, nous, la France, laisser passer une chose pareille, eh bien, la CGPME, le MEDEF, la FEP, tout ça ne serait pas venu derrière. Donc c'est grâce à eux Donc là, je suis à 1000% d'accord avec vous. Et si le tweet est un outil qui permet de faire entendre la voix de la création d'entreprises et de l'entrepreneuriat en France, tout de suite, je m'y abonne. Deuxième chose, juste avant de te laisser la parole, c'est que moi je m'occupe d'un réseau associatif qui s'appelle le réseau Entreprendre, qui est un réseau d'aide à la création d'entreprises, qui est un succès formidable, qui existe depuis 25 ans, où on a à peu près 5000 créateurs d'entreprises et 5000 entrepreneurs qui viennent accompagner ces créateurs d'entreprises. Moi ce qui me frappe, c'est que ces gens-là, ils veulent converser entre eux. Et en fait, ils veulent créer leur propre réseau. Ils passent pas par Facebook, ils passent pas par Twitter, ils veulent créer leur propre réseau. Et je vois aussi à l'ADI, parce que je suis administrateur de l'ADI, vous savez, l'agence pour le droit à l'initiative économique, le microcrédit en France, où les chiffres sont encore beaucoup plus grands, ils veulent créer leur propre réseau. Donc la tendance, j'ai l'impression, c'est qu'il y a des réseaux un peu
communautaires ou associatifs et qui ne passent pas par les réseaux classiques qui sont Facebook, Twitter ou je ne sais pas quoi. Donc je ne sais pas si c'est un signe de quelque chose, mais en tout cas ils veulent créer leur propre réseau. Et moi je rejoins tout à fait Nicolas, et c'est pas antinomique. Je pense qu'on est tous conscients que Twitter c'est un effet démultiplicateur extrêmement important, mais il faut une cause et une communauté. Et donc être associé à une cause ou une communauté que tu veux défendre et que tu veux amplifier, j'ai aucun souci à être partie prenante. Et c'est très différent que d'être avec son propre compte Twitter à titre personnel, qui n'est jamais très personnel parce que tu représentes aussi une entreprise. Et certaines entreprises ont décidé plutôt d'effacer le personal branding, c'est vous qui utilisiez la terminologie personal branding, derrière le corporate branding. Alors quand on s'appelle Alain Flou, peut-être on veut porter les couleurs de son groupe, puisqu'on est soi-même l'émetteur du message publicitaire, avant dans la télévision, pourquoi pas aujourd'hui sur Twitter. Peut-être dans le cas de Steve Jobs, c'était aussi l'objectif, mais il y a un certain nombre d'entreprises aussi qui, sur le plan corporate, ont choisi une approche différente. Elle n'est pas ni meilleure ni moins bonne, aujourd'hui elle est différente. Par contre, là je suis tout à fait d'accord, participer à des mouvements communautaires sur des sujets extrêmement importants pour défendre une cause, je le fais demain. On est très impliqué. Vous parliez tout à l'heure de Twitter pour rencontrer des gens. Moi, si j'ai envie de faire des choses avec l'UNICEF, je rencontre des gens très différents. On s'implique, on fait des programmes et on fait des choses fantastiques et on rencontre des gens dans le monde entier fantastiques. Si on décide de faire autre chose que simplement assis dans sa tour d'ivoire, tout à l'heure on disait c'est le patron assis dans sa tour d'ivoire, parce que évidemment quand on présente une étude, il faut jouer un petit peu sur les contrastes. Aujourd'hui, il n'y a plus un leader aujourd'hui qui peut penser qu'il vit dans une tour d'ivoire. On va sur le terrain et on rencontre justement, quand on veut être une société qui a un impact sociétal plutôt contributif, alors ça ne veut pas dire que dans certains cas on doit prendre des décisions difficiles à la tête de son entreprise, je peux te dire, on est amené à rencontrer des tas de gens différents. Et alors peut-être que Twitter ne ferait qu'amplifier le mouvement, mais on peut le faire aussi en tant qu'être humain aujourd'hui. Mais là je te rejoins, tout à fait d'accord, l'outil est fantastique pour justement avoir cette puissance. L'image des pigeons était extrêmement intéressante. Et j'espère en effet que le succès, on aimera un petit peu plus le succès en France qu'à l'heure actuelle. Voilà. Et que c'est aussi ça peut-être qui explique pourquoi, à un moment donné, un certain nombre de leaders qui ont réussi ne veulent pas s'exprimer, parce qu'on en est arrivé à une stigmatisation du succès aujourd'hui qui est absolument dramatique pour le futur de notre propre pays si on veut rester un petit peu, on va dire, dans le peloton de tête. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez, Gonzague de Blinière. Le mouvement des pigeons souvent se plaignait qu'il y avait un problème d'image des patrons, des entrepreneurs. Est-ce que Twitter, finalement, c'est pas un moyen d'humaniser les patrons et de les rendre un peu plus proches de leurs salariés et du grand public ? Je pense que la personnalité d'un homme reste la personnalité d'un homme. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui n'est pas, ou d'une femme, donc d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise, reste la personnalité d'un chef d'entreprise. Si quelqu'un est quelqu'un de distant, de peu amical, etc., c'est pas parce qu'il tweet qu'il le sera moins. À l'inverse, je pense que moi j'étais au début de Croissance Plus. Bon, Croissance Plus, c'était pas grand-chose. Bon, à travers les pigeons, Croissance Plus est devenu une vraie réalité de chefs d'entreprise qui veulent créer des entreprises de croissance et qui ont quand même un vrai sujet, parce que la seule façon pour créer des emplois en France, c'est de créer des employeurs. On est d'accord ? Bon, donc, et ça, ces gens-là sont plus visibles, plus regardés, et je pense que s'il n'y avait pas eu ce mouvement électronique, qui est quand même au départ un mouvement de fond de réaction à un risque profond pour l'entrepreneuriat, je pense qu'on n'aurait pas vu ces gens-là. D'ailleurs, c'était très amusant, c'est que vous savez que, enfin je sais pas, je vais peut-être faire comment ça va tweeter à mort là, mais la CGPME a beaucoup de mal à vivre à côté du MEDEF. Et c'était très amusant de regarder la manière dont, après les pigeons, la CGPME et les MEDEF ont essayé de surfer sur cette vague qui ne leur appartenait plus et qui ne venait pas de chez eux pour exister. C'est dingue. Donc, et ça, finalement, je pense que l'entrepreneur s'y est retrouvé, parce qu'il a été quand même considéré et écouté comme jamais il aurait pu être écouté. Donc, s'il n'avait pas eu Twitter, comment ils auraient fait ? Ils auraient fait un blog, ils auraient passé par Internet, je sais pas, ils se seraient débrouillés. Mais... Une question pour Nicolas. Est-ce que vous imposez des limites ? Est-ce que vous auto-censurez parfois sur Twitter ? Et deuxième aspect de la question, quelle articulation vous faites avec votre service de communication ? Est-ce qu'il vous surveille, vous contrôle ?
Ils sont obligés de me suivre, tous. Non, plus sérieusement, oui, je m'autocensure violemment tout le temps. Parce que j'ai aussi un petit côté réactif et sanguin. Et donc, j'ai tendance à lutter contre cette pente naturelle en évitant de tweeter un certain nombre de choses. Par ailleurs, j'étais comme tout le monde, mais c'est vrai d'une prise de parole publique qui aurait été en dehors de Twitter. Il y a des limites qui sont des purs conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve qu'une campagne de pub faite par un concurrent est nulle. Je vais peut-être pas forcément le dire non plus. Pour pas insulter l'avenir, parce que ça va vexer le client en question, etc. Donc je prends un truc qui n'a aucune importance volontairement. Mais donc oui, tweeter quand on est patron, c'est effectivement se poser quand même quelques questions sur la responsabilité. Mais une fois de plus, c'est pareil quand on prend la parole en public ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot que vous ayez prononcé sans Twitter qui, au fond, n'est pas une parole potentiellement dangereuse que vous l'ayez mise sur Twitter ou pas. Donc, il n'y a pas une vraie différence dans le contrôle nécessaire sur Twitter. À une différence près quand même, c'est que les écrits, effectivement, si c'est vous qui les produisez en particulier, restent durablement et que ça s'efface pas sur Internet. Donc, il faut forcément les effacer par d'autres paroles, si je puis dire, en les faisant plonger dans les profondeurs, dans les limbes de l'Internet. Là, vous pouvez espérer que les mots échappés par erreur n'aient laissé aucune trace. Donc oui, ça nécessite une forme de contrôle, mais en même temps, je voudrais dédramatiser ça, parce que tout ça n'est pas si grave, tout ça n'est pas si dangereux, tout ça est un monde d'opportunités, tout ça est un microcosme encore aujourd'hui au plan français. Mais je voudrais dire un truc que je crois ne pas avoir encore entendu dans le débat de ce matin, qui est au fond, pour les entreprises, comme pour les patrons, comme pour les journalistes, comme pour les politiques, Twitter, qui pourtant casse bien, le Twitter bashing, etc., est une communauté extraordinairement indulgente pour ses membres, pour ceux qui tweetent. C'est-à-dire que, et c'est vrai pour les marques qui, et Unilever en a quelques-unes brillantes sur les réseaux sociaux, c'est vrai aussi pour les marques, où bien sûr qui aime bien châtie bien, mais au fond c'est qui aime bien. Et moi ce que je constate sur Twitter, c'est que ça crée une nature de relation avec les collaborateurs, avec les gens qu'on recrute, avec les journalistes, on en a parlé, avec des clients aussi qui sont sur Twitter, qui est d'une nature un peu particulière encore. Je ne dis pas que ça va rester ad vitam aeternam comme ça, parce que quand ce sera totalement mainstream, c'est comme le mail, ça va totalement se déshumaniser, mais qui crée, entre guillemets, une valeur ajoutée humaine particulière. Je suis comme vous sensible, je crois, à l'humanité, à la relation humaine, etc. Et je constate que, au fond, il y a une sorte de solidarité encore aujourd'hui de la communauté Twitter en France et même à l'international. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc peut-être ça ne durera pas 20 ans, mais en ce moment, je trouve ça intéressant. Et mon point, c'est le truc vraiment contre lequel il faut lutter, c'est bien le mail. Et vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, le sujet, c'est bien de créer des logiques de communication temps réel et humaine, parce que l'absolue déshumanisation, elle est dans le mail, elle est pas dans Twitter, et donc d'où l'intérêt des réseaux sociaux temps réel qui permettent de se voir, de parler, de faire des Google Hangouts avec des gens du monde entier, y compris les gens qui sont dans votre bureau, et qui sont quand même des modes profondément humains de communication. Donc moi je n'opposerai pas Twitter à l'humain, parce que je pense que Twitter est probablement le plus humain des réseaux sociaux. N'hésitez pas à intervenir, même sans nous apostropher sur Twitter, mais autant que ça soit interactif si quelqu'un veut intervenir. Juste une petite question. On dit souvent que Twitter remet en cause les hiérarchies. En tant que patron, est-ce que ça vous gêne si certains collaborateurs tweetent, se font une réputation sur Twitter? Est-ce que ça peut faire de l'ombre à certains égos? Non, alors, je suis même... vous avez déjà eu des patrons qui vous ont dit ça? Non, moi je crois que, de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus du tout, en tant que leader, le même style peut-être qu'avant. On travaille beaucoup plus avec un style, enfin j'imagine, peut-être pas dans toutes les sociétés, mais en tout cas chez nous, beaucoup plus collaboratif. Bon, chacun connaît sa sphère de responsabilité. À certains moments, il faut trancher. S'il n'y a pas un consensus qui se dégage, ben évidemment, il y a parfois une dernière voix qui doit trancher, puis expliquer surtout pourquoi elle le fait. Mais alors, moi, je porte absolument pas ombrage que j'ai des collaborateurs qui tweetent, qui aient 10 000, 15 000, 30 000 followers. Enfin, à la limite, s'ils tweetent, je leur souhaite d'avoir beaucoup de followers, parce que ça veut dire que ce qu'ils disent est relativement intéressant. Sinon, c'est... Voilà. Et le fait de ne pas le faire, non, je crois qu'il faut respecter ça. Donc, absolument aucun doute, en tout cas, sur la réponse que j'apporterai à ça. Comme l'information circule de plus en plus, je pense qu'on passe d'un monde de l'autorité à un monde de la légitimité.
C'est-à-dire qu'à mon avis, les patrons d'aujourd'hui et de demain seront forcément devront chercher de la légitimité plus qu'acquérir de l'autorité pour gérer leur entreprise. Et en plus, comme l'information circule à une vitesse grand V au sein de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise et entre les deux, Twitter fait partie, à mon avis, de ça. Et je pense que la légitimité, c'est l'information qui peut, entre les collaborateurs, d'en haut, du bas, du côté, à l'extérieur, les clients, etc., former une légitimité à un entrepreneur. Après, quand même, tout le monde n'a pas les mêmes fonctions dans l'entreprise. Et moi, ce que j'ai entendu dans les entretiens, c'est que quand on a soi-même un patron qui tweet, et qu'on est aussi Twitter et avec son compte personnel, il y a une sorte de réplication de la hiérarchie interne. C'est-à-dire, on sait que le boss va faire un tweet sur tel sujet, donc on le laisse faire son tweet d'abord, et soit on le retweet, soit on fait le sien ensuite sur un ton un peu différent. Mais finalement, il y a une logique de préséance qui suit simplement la ligne hiérarchique sur Twitter. J'aimerais juste rajouter une chose sur ce que Gonzague vient de dire. Très bien la légitimité, parce que beaucoup de gens, parfois encore avec qui je discute, qui ont des responsabilités ou beaucoup plus importantes ou à peu près similaires, il y en a encore beaucoup qui disent le pouvoir est dans l'information. Donc vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Bon, moi je pense que ça n'est pas faux, mais la seule grande différence par rapport à ce qui existait avant, c'est que l'information aujourd'hui elle est disponible partout. Donc ce n'est plus ce qui fait le pouvoir. Il est dans la légitimité. Et je dirais dans une certaine intégrité. Chacun a ses valeurs, donc je ne parle pas, mais une certaine intégrité entre le propos du leader et son action. Et si vous êtes relativement cohérent avec ça, vous n'êtes jamais en cohérence à 100%, c'est très difficile, espèce d'ambition que vous avez, vous n'avez pas de problème de leadership. Donc ça n'est plus l'information qui est discriminant en termes de leadership aujourd'hui, à mon sens. Il y a eu un autre sondage express, on a posé la question, qui de Bruno ou de Gonzague arriverait sur Twitter le premier? Et à la louche, le public a dit que ça serait Gonzague. Je cite entre autres, je ne sais plus qui, je crois que c'est Thierry Bossu qui a dit qu'il y avait un contenu qui se tweetait bien. Donc moi je prends les paris d'ici quelques semaines. Et le lapin blanc, oui. Et on reste à 90% de gens qui pensent que les patrons doivent tweeter. Alors, la surprise, qui n'est pas une surprise pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe du côté de Media Aces, c'est la sortie du livre, qui est la suite des médias sociaux expliqués à mon boss, et qui sera la communication digitale expliquée à mon boss. Il n'avait pas compris la première leçon, donc on a fait une deuxième. Et la sortie est pas prévue pour le mois de juin parce qu'on a pris un peu de retard. Voilà. Donc Yann, qu'est-ce que tu fais? Tu poses pas le week-end? Tu tweets? Voilà, on travaille comme on tweet, on travaille la nuit aussi, on fait plein de choses. Mais enfin, on est en phase active de relecture d'un bouquin qui risque d'être une somme. D'ailleurs, il va falloir probablement le compresser pour qu'il rentre dans les 450 pages de la dernière fois, et qu'on espère le plus complet possible, le plus intéressant possible. Voilà, donc ça sera plutôt rendez-vous pour la rentrée. Vraisemblablement septembre, peut-être octobre, de façon à avoir un bouquin qui soit bien ficelé et voilà. Et donc octobre en général, ça coïncide avec la prochaine. Ça coïncide réunion. exactement avec la prochaine conférence. On n'a pas encore fixé le sujet, mais on vous surprendra comme d'habitude avec des sujets très très innovants sur les médias sociaux. Avant de conclure, je voudrais encore une fois remercier les intervenants, Nicolas Bordas. Est-ce qu'il a droit à un dernier mot, Nicolas Bordas, avant les applaudissements? Je voudrais souligner pour moi le meilleur tweet de la matinée, puisque j'ai suivi en temps réel, en vous écoutant pourtant de manière attentionnée, qui vient de Yann Didial, qui nous dit, c'est une citation qui aurait pu être dans ce livre, « La vie est chronophage ». Ce sera ma conclusion. Excellent. Merci Nicolas Relin, Bruno Whitboot, Fabienne Simon, Gonzague Doblinière et Françoise Gris qui est partie un peu plus tôt. Je voudrais remercier deux personnes qui ont énormément contribué à cette conférence et sans lesquelles elle n'aurait pas eu lieu. Je voudrais une session d'applaudissements, une salve pour Olivier Simelière, parce que honnêtement, on n'aurait pas réussi à faire cet événement sans lui. Je voudrais qu'on remercie également Natacha Horto qui s'est démenée et grâce à qui on a réussi à donner encore plus de visibilité à cet événement. Bien entendu, nos deux partenaires, donc Ipsos, avec qui on a conduit cette étude et qui est publiée sur l'organe de diffusion donc, de notre deuxième partenaire, Les Échos. Allez lire l'article qui a été publié, suivez l'actualité sur le compte Twitter d'Ipsos, il y a plein de choses très intéressantes à lire. Et puis surtout,
Remercier Jean-Marc Gouaché et Mine Paris Tech qui nous a accueillis encore une fois dans un contexte extraordinaire, en plein cœur de Paris. Ne tweetez pas en sortant, allez profiter du jardin du Luxembourg, c'est vraiment magnifique. À bientôt.